On va peut-être passer à la communication suivante. Donc, avec après une partie plus technique qui évoquait même toute la polémique autour du bypass en oméga qu'on a vécu dans la spécialité, qui n'a pas été toujours simple et forcément juste. Mais en tous les cas, là, c'était d'avoir une partie plus innovation, suivi, nouvelles technologies. Donc, le docteur Saadi, donc, qui, comme Pierre a fait un petit jeu de mots initialement sur la nouvelle opération, mais je crois que tu n'as pas de relation directe. Donc, Alain qui va nous présenter l'intérêt de l'oxymètre de pouls comme moyen simple et efficace du suivi, notamment pour la prise en charge en ambulatoire et des complications dans la chirurgie bariatrique. Non, c'est Je te laisse la parole, Alain, je te laisse te présenter aussi, comme ça. Il faut peut-être que tu parles un peu plus dans le micro. On t'entend mal, là, ici. Ouais. Parle plus fort. Pas terrible, non. Et comme ça, vous m'entendez? Oui, c'est mieux là, oui. Merci. Voilà. Donc, merci Guillaume, merci Pierre pour l'invitation. Je suis très heureux de présenter cette présentation à cette question de l'académie. Donc, je vais vous parler du suivi post-opératoire. On a déjà parlé des complications, des complications. On va rester un peu dans le même sujet, mais avec un angle différent. Pour commencer, je vais la garder, mais probablement dans beaucoup de chirurgie, la nouvelle cellule-hospitalière et les interventions sont accomplis de plus en plus avec différentes causes, différentes raisons. Il y a la chirurgie de la chirurgicale, la délégation de l'anesthésie, avec réduction de l'utilisation des quartiers, Excuse-moi Alain, on t'entend très mal. Peut-être vraiment si tu peux arriver à te rapprocher du micro ou parler un peu plus fort. Ah ouais, ça va mieux comme ça? Oui, c'est mieux là, oui. Voilà. Et évidemment le suivi avec des programmes multimodales de type RA. La durée de séjour est aussi devenue un indicateur économique. En tout cas, ensuite, nous sommes remboursés dans les hôpitaux sans préparation, le DFG. Et puis, je vais présenter le trafic de compétitions. Par contre, le deuxième jour après l'intervention, le 2 jours, jusqu'à 8 jours. Avant et après, on est pénalisé. Donc 2 jours sans vraiment la même salaire pour les patients après l'intervention. La durée de séjour est aussi devenue un indicateur de la qualité de la chirurgie. On verra tout à l'heure cet article de Daniel Giraud, qui à mon avis est un des meilleurs de 2019, et qui parle de version. Là-dedans, il y a la durée de séjour et il dit que pour un bypass, un patient c'est moins de 4 jours et moins de 3 jours, donc 2 jours sans mettre également la bonne planète pour la qualité de la chirurgie. Est-ce que si on descend en dessous de cette planète, c'est sécuritaire pour le patient? Et il y a des études qui montrent que oui, on peut descendre, notamment celle de Ike, qui a mis en place un programme ERAS qui a laissé partir les patients à J1 et il a comparé à son collectif juste avant et il n'y avait pas de différence de mortalité. Par contre, c'est revu d'une forte aux États-Unis de plus de 50 000 patients a montré que les patients avec bypass gastrique qui étaient rentrés en ambulatoire à domicile avaient une mortalité de 13 fois supérieure par rapport à J2 et pour ceux qui étaient rentrés à J1 de 2 fois plus fort. Donc il faut vraiment bien se poser la question avant de laisser partir le patient avant J2 et de bien se préparer les choses. Mais c'est l'Amérique. La question, c'est la détection précoce des complications sévères. On a vu tout à l'heure la question des fuites. En effet, il y a une complication sévère, le risque de complications sévères supplémentaires est x10. Alors, c'est quoi ces complications sévères qu'on craint et qui pourraient survenir à domicile quand le patient est déjà rentré? C'est les hémorragies qui surviennent généralement entre J1
J1 et J3, et des fuites qui interviennent généralement au J1, J10, et les ondes pulmonaires qui peuvent intervenir jusqu'à. Alors, la problématique est la suivante. Donc, on a beaucoup amélioré les choses à l'hôpital et les patients peuvent rentrer à domicile très tôt, donc c'est généralement à J2, donc la plupart des temps. On améliore les choses à distance avec les choses de mesure de la qualité des patients, qui évite les pertes de vue, etc. Mais là, juste à domicile, au poste opératoire immédiat, il y a c'est pas systématisé, il y a parfois un limite. Alors, comment détecter les complications de manière précoce? Pour ce qui est de la fuite, il a été proposé un conduite à la gastrocratie de manière systématique, mais les études montrent qu'il n'y a pas d'avantage et c'est de manière avantageuse remplacée par le test opératoire. La CSP a été étudiée, un J2, c'est un avantage à la perte systématique pour détecter les complications sévères. À J5, on commence à avoir un intérêt et généralement à J5, si le patient est déjà rentré à domicile, il faut que ça soit diminué pas plus de soins. Certains ont proposé un CT scanner de manière systématique. Une première étude ensuite pour les bypass cardiaques, soit sur le scanner ont été effectués de manière compétitive. Durant cette période, aucune complication sévère. Mais l'hyperpression, c'est que c'est faisable à J1. La deuxième étude est française, les scanners ont été effectués chez les stations IDSI. Ça paraît très intéressant pour les hémorragies, et on comprend bien, parce que J2, c'est vraiment la période où les hémorragies surviennent, mais c'est nettement moins efficace pour la période un peu plus tardive des fuites et des autres conditions. Pour l'étude des signes cliniques, généralement, c'est peu d'études. Quand on regarde les complications post-opératoires, on regarde les fuites, etc. Et puis, parallèlement, on regarde, by the way, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui s'agit des patients comme paramètres vitaux, etc. J'ai trouvé une seule étude qui a été étudiée les signes cliniques post-opératoires pour chirurgie bariatrique. Eh bien, comme attendu, la tachycardie est un signe extrêmement fiable, quasiment présent à 100% pour les fuites, avec un pattern de tachycardie soutenue à plus de 120 la majorité. Pour l'hémorragie, le pattern est différent. La tachycardie est un peu moins élevée et elle est cyclique. C'est général. Et la tachycardie, c'est également un des premiers signes pulmonaires pour les complications post-opératoires avec un très bon. La douleur également, c'est un très bon signe. Évidemment, on comprend que le patient musculaire est également avec ces études. Les patients avaient environ 5 douleurs à l'échelle visuelle, même quand il y avait des hémorragies. Et pas de réservé. D'autres paramètres, la fertilité est toujours évoquée, pas toujours mesurée. La saturation peut être intéressante pour, par exemple, les ondes pulmonaires, mais pas les taux de saturation ne sont pas présents pour d'autres complications sévères. L'hypotension et la fièvre sont des études statistiques de 5% pour la détection. Comment surveiller ces signes cliniques? Un clin d'œil à l'intégration à l'automne, le premier de suite, c'est évidemment pour envoyer une infirmière à domicile, plusieurs fois par jour, faire des traitements IV, ça demande des moyens, c'est possible d'envoyer l'hôpital à la maison, mais évidemment c'est efficace pour la surveillance. Il y a des objets connectés qui sont à l'étude. Ici, un exemple qui est à l'étude à l'ESCAD. Maintien athlétique, c'est quand même des moyens importants. Il y a beaucoup de fausses alertes de déclaration, fait des escaliers, il prend une douche, il peut devenir tachycarde, et voilà, et évidemment, il y a toujours la question du stockage des données, de la confidentialité qui doit garder à l'esprit. On peut avoir des objets connectés avec des mesures intermittentes. Ça a été étudié par une équipe francaise, 100 patients
retourner vers cet objet qui est un centimètre mobile, qui est vraiment extrêmement fiable, aussi fiable que son utilise à l'hôpital. C'est très facile à utiliser et à prendre une façon d'utiliser. C'est vrai que c'est intéressant. Ça coûte une quarantaine de francs. Et il n'est pas connecté, donc pas de problème de stockage des données. J'ai fait un protocole pour tous les patients en prenant en compte la douleur. On a vu que c'était un diable avec une échelle visuelle, comme on fait d'habitude, les pulsations et la saturation parce que c'était mesurable avec cet appareil. J'ai déterminé les drapeaux rouges et lorsque les pulsations étaient à plus de 100, c'était un drapeau rouge à saturation inférieure à 92 et une douleur égale ou supérieure à 5. J'ai demandé aux patients d'appeler la clinique et quel que soit le moment où il y avait un drapeau rouge, de remesurer la valeur et si c'était toujours rouge, d'appeler. Il y avait 2 drapeaux rouges et puis il y avait une inquiétude tunnel sans drapeau rouge. Et on fait de manière systématique des contrôles à J7, à J10 post-opératoire. Et ça, c'est le type de feuille que je donne aux patients qu'ils remplissent avec beaucoup de satisfaction parce que ça les rassure, ils sont responsabilisés par ces feuilles qu'ils remplissent et quand on voit revenir ce type de feuille, la moitié de la complication est faite parce qu'on voit que les paramètres sont dans la norme, il n'y a pas de douleur et les patients ont des remarques intéressantes parfois sur les questions pour nous. Pendant la période que j'ai mis ça en place, c'est septembre 2018 jusqu'à j'avais posé les feuilles jusqu'à janvier 2020, toujours au cours des données que j'avais récoltées jusqu'ici, sans consultation au mis l'appareil. On reçoit entre 2 et 4 appels par semaine. On a eu 6 consultations précoces qui n'étaient pas prévues, 4 réadmissions pour 2 réopérations. Une des feuilles ici, je n'ai pas pu la récupérer, les autres, je vais vous la montrer. Il y a un patient qui, de manière précoce, avec une bronchiatite, et on voit en fait l'alerte, c'est que c'était la tachycardie qui était en cause. Donc dès qu'il a vu ses pulsations augmenter, il nous a appelé, il est revenu et on a investigué La saturation n'est pas très sensible. C'est les phénomènes septiques. Un patient qui a présenté une embolie pulmonaire malgré le traitement de prophylaxie. Et celui-ci a présenté que les douleurs. Tous les paramètres étaient dans la norme. J'ai du mal à comprendre des embolies pulmonaires sans tachycardie. Il nous a appelé à l'hôpital, il y avait tout au que les douleurs et tous les autres paramètres qui étaient dans la norme. A priori, il a toujours fonctionné normalement. Ce dernier patient a présenté un virus sur un clinique de l'anatomie québécoise. Très intéressant parce que il n'y a pas de tachycardie, mais il y a une nette augmentation de la fréquence cardiaque. 50, c'est pas, c'est des gens qui ont des pédales avec fréquence de 50, puis d'un coup, ça monte à 80 et à 90. Donc elle nous a appelé, elle avait commencé à avoir quelques nausées, et c'est que plus tard à l'hôpital, elle a commencé à devenir tachycarde. On a fait un alerte, c'est un astronomie où ça ne passait pas. On a repris un astronomie, une gastrostomie, et c'est la bien régulière. La quatrième feuille, malheureusement, c'est une gastrostomie, c'est une petite amilius qui est, on reprend la maison, la partie. Ils avaient le travail de continuité avec le. En conclusion, à l'hôpital, on progresse et on fait une grande progrès à l'avantage de nos patients pour qu'ils puissent monter rapidement à domicile. À distance, on est également de mieux en mieux. La règle post-opératoire immédiate à la maison nécessite encore une meilleure surveillance et de meilleurs protocoles. Les objets connectés, c'est probablement l'avenir. En attendant, cet objet peut aider à développer un protocole de manière simple. Et je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Il y a peut-être des questions sur
Hubert. Moi, je vais en profiter pour en poser une. Donc, avec l'oxymétrie, tu as ton seuil, c'est quoi ton seuil d'alerte finalement là par rapport... Les pulsations qui font plus de temps. C'est la tachycardie plus, c'est les deux. Hein. Et alors, oui, il faut bien un seul signe, on fait des demandes de patient de contrôle, parce que justement, s'ils ont fait un effort, s'ils ont fait quelque chose, ils peuvent avoir toute une tachycardie transitoire isolée. Mais dès qu'il y a deux signes, à mon avis, là, il y a un problème. D'accord. Très bien. Hubert, oui, bravo pour cette évaluation, parce que je crois que c'est vraiment la voie d'avenir pour la prise en charge des patients. Mais en fait, je trouve qu'il y a certaines limites. D'abord, il peut y avoir des problèmes techniques. Nous, on a eu, par exemple, des ruptures de réseau. On ne pouvait pas joindre par téléphone des gens. Bon. Il y a d'autre part des patients qui n'ont aucune conscience de la gravité de la situation éventuelle. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas envoyer leur constante, qu'ils ne vous répondront pas au téléphone. Ça nous est arrivé. C'est d'ailleurs assez inquiétant. Et donc, je pense que cette évaluation, elle est très intéressante parce qu'elle nous permet de juger des limites jusqu'à on peut aller. Nous, on fait de la chirurgie ambulatoire dans ce domaine. On y croit beaucoup, comme vous. Je trouve que votre exemple est très intéressant. Mais il peut y avoir des problèmes techniques, il peut y avoir des problèmes de compréhension des patients. Et finalement, la difficulté, c'est de repérer ces patients pour peut-être ne pas les suivre de la même façon que les autres. Et je pense que ça, c'est un champ d'évaluation. Moi, je trouve qu'il y a un critère. Alors nous, on passe toujours par un soignant, parce que on pense que le regard du soignant a probablement un intérêt. Il a un regard extérieur, il peut donner aussi des signes d'alerte alors que le patient n'est pas forcément inquiet. Et donc, en tout cas, c'est un champ d'évaluation qui est très intéressant. Moi, je trouve qu'il y a un critère qui est également très intéressant, c'est la voix du patient. Quand le patient vous dit j'ai très mal, mais je vais quand même aller manger un morceau, et puis de toute façon je rentrerai, puis sinon je passerai voir demain, on se dit bon, il a peut-être très mal, mais enfin il n'est pas si mal. Et puis quand il vous répond avec difficulté qu'il est un peu dyspnéique, même s'il vous dit que tout va bien, voilà. Donc moi je crois beaucoup à ce type de prise en charge. Votre exemple est très intéressant, mais je pense qu'on tâtonne encore sur quelques critères qui seront les critères les plus fiables. Évidemment, comme vous l'avez dit, la tachycardie, la douleur, la désaturation sont des critères évidents, mais il faut pouvoir les percevoir, comme vous l'avez précisé, il faut pouvoir les percevoir tôt pour pouvoir être réactif et reprendre en charge le malade si besoin dans les cas qui sont maintenant rares. Très bien. Merci. Philippe. Je te pose une autre question à propos de la décision de sortie. Tu es resté un peu dans le flou entre la sortie du patient le jour même et la sortie 48 heures plus tard. Quels sont vos critères, en fait, vos vrais critères de sortie? Est-ce que c'est l'impression clinique? Est-ce que c'est la difficulté opératoire? Est-ce que c'est les conditions de vie du patient? Généralement, nous avons un protocole de patient pour rentrer à domicile à J1 et à J2 de manière systématique. En fait, les patients qui restent, généralement, c'est ceux qui ont tous des douleurs ou si on a une inquiétude déjà au départ avec les paramètres vitaux qui nous inquiètent. On voit des patients qui n'arrivent à pas bien s'hydrater de manière suffisante. Donc c'est surtout la douleur et l'hydratation qui peuvent faire prolonger l'hospitalisation. Et puis plus rapidement, les paramètres qui nous alertent sur lesquels on garde le patient. D'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je rebondis un peu. Je suis un peu. D'ailleurs, j'ai pris modèle sur Hubert parce que c'est lui qui avait commencé par rapport à l'utilisation des infirmières, des prestataires de services à domicile. Et je crois vraiment que plus que l'objet connecté qui est séduisant intellectuellement
et tu l'as même rappelé, Alain, on est face à une situation où là, l'humain est très performant. L'infirmière va à la fois utiliser ton oxymètre, puisqu'elle l'utilise en routine aujourd'hui, à la fois parler, échanger, et avec une coordination qui intègre toutes ces informations. Et pour ce qui est de l'Institut Montsouris, et je sais que ça se fait bien sûr largement ailleurs, mais on est à plus de 50% d'ambulatoire, et ça se passe très très bien, grâce et dans des très bonnes conditions de confort, avec très peu de complications, pas plus que lors des hospitalisations en tous les cas, grâce à ces prises en charge-là, et je crois que c'est un élément, la véritable innovation. L'humain a remplacé la technologie, contrairement à ce qu'on pouvait croire là. Pour moi, c'est assez évident.